Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlement Hebdo en compagnie de Mickaël Zamez. Bonjour Mickaël. Dans l'actualité politique et parlementaire, cette semaine, il y a eu bien sûr Jacques Chirac, condamné à 2 ans de prison avec sursis dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Un ancien président de la République rattrapé par les affaires. C'est une première historique. Il y a eu cette semaine aussi les déclarations de François Hollande. S'il est élu président, le candidat socialiste renégociera l'accord européen. Renégociation aussi pour les retraites, des affirmations qui lui valent les qualifications d'irresponsable et de menteur par la majorité. Enfin, on reviendra sur la foire d'Empoigne dans l'hémicycle lors des questions au gouvernement. Affaire du Pas-de-Calais contre affaire Karachi, la majorité et les socialistes se sont renvoyés à la tête les affaires du moment. La nervosité monte à 4 mois de l'élection présidentielle. Et avec nous cette semaine, Bruno Le Roux. Bonjour, député du Parti Socialiste. Vous êtes surtout connu pour être l'un des fidèles de François Hollande. On vous a beaucoup vu, entendu pendant les primaires socialistes. Vous êtes aujourd'hui l'un des 4 porte-parole de campagne du candidat socialiste. Laurent Fabius a dit ces derniers jours, au sein d'une réunion du Parti Socialiste, qu'il fallait plus de snipers. Est-ce que vous considérez comme un sniper? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai vocation dans cette campagne et à relayer la parole de François Hollande, à expliquer, à aller sur les plateaux comme ici pour pouvoir donner ce que va être la façon dont il envisage le redressement. Puis en même temps, dans une période où à droite on essaye de soulever toute une série de problèmes, où en fin de compte on ne devrait pas avoir à le faire. Ils ont déjà fort à faire à essayer d'expliquer ce qu'ils font aujourd'hui, à expliquer comment ils ont trompé les Français en fin de compte, ou comment ils se sont trompés. Et donc moi je suis là aussi pour dire l'état du pays, dire l'état réel, et répondre aux mensonges du président de la République et de ses ministres. C'est un peu ça, sniper. Il y a un petit côté sniper quand même. Le débat politique, c'est d'exposer des idées. François Hollande va le faire. Et puis c'est aussi que nous allions, quand il y a un certain nombre de propos qui sont tenus, comme ces derniers jours par le président de la République ou par ses ministres, dire ce qui nous semble faux et ce qui nous semble vrai. Dire la situation réelle du pays. Est-ce que vous estimez que François Hollande a fait un bon démarrage de campagne jusqu'à présent? Mais je considère que nous ne sommes pas encore véritablement en campagne. Le président de la République n'a pas annoncé sa candidature. Nous avons désigné notre candidat, mais François Hollande a dit que ce serait pour le début de l'année qu'il ferait l'annonce de son projet présidentiel, les axes qu'il va proposer aux Français. Et pour autant, nous sommes en situation de déplacement, nous sommes en situation déjà de préciser quelques idées. Donc oui, je pense que la procédure des primaires a été une procédure qui a donné beaucoup de force à notre candidat. Et aujourd'hui, je me rends compte que cette force, elle n'a pas disparu. Bien au contraire, que les Français aujourd'hui marquent qu'ils ne veulent plus de Nicolas Sarkozy et marquent en même temps que le seul possible demain pour le remplacer, c'est François Hollande. Et Bruno Le Roux, vous considérez donc que vous êtes dans un entre-deux, avec une baisse légère quand même dans les sondages, mais une baisse quand même. C'est pas facile à gérer cet entre-deux. Si vous pensiez que l'élection présidentielle, au mois de mai prochain, allait se jouer à 62-38, comme on nous le disait, c'est quelque chose qui n'est pas la réalité. Comment vous gérez cette baisse, justement? Mais en travaillant et en allant à la rencontre des Français. Nous avons un avantage avec Nicolas Sarkozy, c'est que nous ne sommes pas obligés de déplacer des militants socialistes pour aller sur le terrain. Nous pouvons aller à la rencontre des Français. Et François Hollande y va. Il sera encore en début de semaine prochaine à Saint-Nazaire, après avoir été au Creusot, après avoir été dire ce qu'il pensait de la politique européenne. Il va falloir tenir quand même jusqu'en mai prochain. Ah mais il est en pleine forme, je vous rassure. Et ce qu'il veut, le discours peut s'user un tout petit peu quand même. Non, le discours ne s'usera pas si l'on est dans l'espoir. Si l'on suscite aujourd'hui les éléments qui vont permettre de redresser la France, si l'on parle aux Français en essayant de ne plus les tromper comme ils l'ont été pendant 5 ans, alors il n'y a pas d'usure. L'usure, c'est quand les Français vous condamnent au mensonge, dites que vous ne pouvez plus rien leur dire. Et donc, il y a de ce point de vue-là un climat qu'a mis en place Nicolas Sarkozy qui est un climat dur pour la politique. Il a menti et aujourd'hui, les Français se disent une nouvelle fois, est-ce que quelqu'un va être capable de nous proposer un chemin, de nous dire la vérité? Et c'est en cela que les 4 mois de campagne qui viennent vont être importants. Nous allons rendre l'espoir aux Français. Allez, Bruno Le Roux, on va passer à l'actualité de la semaine, à ce climat dont vous parlez, à cette campagne qui n'en est pas une encore d'après vous. L'actualité du lundi, c'est François Hollande sur l'air quand même de « si j'étais président ». Si j'étais président, dit François Hollande, eh bien, je renégocierais l'accord de Bruxelles, j'introduirais les eurobonds et une banque centrale européenne plus forte. Parole relayée dans cette journée du lundi par ses proches. Elisa Bartholomé.
3 jours après l'avoir créé, Nicolas Sarkozy continue de soutenir avec force son traité intergouvernemental. Dans une interview au journal Le Monde, le président de la République parle d'une étape décisive vers l'intégration européenne et d'un accord qui crée les conditions du rebond et de la sortie de crise. Un traité qui est loin de faire l'unanimité à gauche, le PS propose un contre-projet basé sur plus de croissance et moins de rigueur. Le candidat François Hollande a lancé l'assaut dès ce matin. Cet accord n'est pas la bonne réponse. Si je suis élu président de la République, je renégocierai cet accord pour y mettre ce qui lui manque aujourd'hui. Des propos qui remettent en cause la crédibilité de la France, selon le Premier ministre François Fillon. Mais pour les socialistes, le gouvernement n'a pas de leçon à donner. La position de renégociation est une position extrêmement réaliste, qui a des précédents et qui peut rencontrer des interlocuteurs. Et donc c'est une position sérieuse. On ne peut pas accepter qu'elle soit discréditée, comme a voulu le faire François Fillon. Encore une fois, il n'a aucune leçon à donner. Ce Premier ministre qui a trouvé une situation mauvaise et qui l'a aggravée à la tête du gouvernement. Et puis ensuite, la démocratie, c'est ça. Mais les motivations du PS vis-à-vis de ce traité restent floues. Les socialistes donnent peu d'explications sur les conditions de renégociation. Surtout, les proches de François Hollande refusent de se prononcer sur son mode de ratification. Alors, on a entendu à l'instant Pierre Moscovici, le directeur de campagne de François Hollande, parler de François Fillon. Je vous propose d'écouter le Premier ministre et on débat juste après. La meilleure façon de soutenir le AAA des pays européens, c'est de défendre l'accord du 9 décembre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu l'occasion de dire qu'il n'était pas responsable de la part du candidat socialiste de prétendre qu'il allait pouvoir, à lui tout seul, le remettre en cause. Chacun sait que c'est tromper les Français. Quand 26 pays, avec des gouvernements de gauche comme des gouvernements de droite, s'est mis d'accord sur des dispositions qui permettent d'assurer la pérennisation de l'euro, on ne prétend pas qu'on va le remettre tout seul. Alors Bruno Leroux, on va prolonger le raisonnement de François Fillon. Qu'est-ce que François Hollande a donc de plus que Nicolas Sarkozy qui pourrait imposer des règles que Angela Merkel ne veut absolument pas? Il faut partir d'abord de la réalité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Si j'entends les propos du Premier ministre, cet accord, ce nouveau traité, cette perspective de traité, devait permettre d'envisager la sortie de crise. Et on la reliait à la confiance que vont faire les marchés dans notre continent européen. Et à l'évidence, quelques jours après, le Premier ministre et le Président de la République ont annoncé aux Français, en essayant de banaliser ce qui pour eux était quelque chose d'absolument inacceptable il y a encore quelques semaines, la perte de la note AAA qu'a la France. Pour vous, c'est déjà perdu? Je ne sais pas si c'est perdu, je ne le souhaite pas. Mais en même temps, quand j'entends le Président de la République, là, après nous avoir dit que la France devait tout faire pour sauver, parce que cela va avoir des conséquences pour notre pays, et donc pour les Français, dire aujourd'hui que ce ne serait pas grave, je pense que l'on est dans de l'inconséquence totale. Vous n'avez pas l'impression d'instrumentaliser tout ça à des fins partisanes quand même? Mais il n'y a pas d'instrumentalisation. Quand le Président de la République nous dit que c'est quelque chose auquel on doit tenir comme à la prunelle de ses yeux, et qu'il nous fait croire que l'on a fait des plans de rigueur qui ont touché les Français pour maintenir ça, pour faire cette protection. Eh bien, moi je le dis, non simplement le Président de la République n'a jamais protégé les Français durant ces 5 années, mais il n'a même pas protégé la France. Mais alors si ce AAA est si important, pourquoi ne pas avoir voté la règle d'or? Mais d'abord, la règle d'or n'a pas été proposée. Elle est un slogan. Elle n'a pas été proposée parce que vous l'aviez refusée à l'avance. Je vous retourne, vous qui êtes des journalistes de la chaîne parlementaire. Comment se fait-il que vous n'ayez pas interrogé le Premier ministre ou le Président de la République sur le fait qu'il ne respectait pas l'article 34 de la Constitution? L'article 34 qui a été modifié en 2008, c'est-à-dire il y a simplement quelques années, impose un objectif d'équilibre des comptes publics. C'est déjà dans notre Constitution. Donc pas besoin de règle d'or? Mais il n'y a pas besoin. Ce qu'il faut, c'est de la volonté. Quand François Hollande dit aujourd'hui, oui, je demanderai la renégociation du traité, c'est parce qu'il entend que les pays européens ne sont pas contents de la façon dont ce traité a aujourd'hui été discuté et que l'austérité généralisée, tant pour les marchés que pour Standard & Poor's, que pour les peuples européens, ce n'est pas une perspective. Il n'y a pas de croissance que permet aujourd'hui le traité. Et donc quand nous mettons sur la table des outils, les euro-obligations, le rôle de la Banque Centrale Européenne, le rôle de la Banque Centrale d'Investissement, c'est bien pour recréer de la confiance. Aujourd'hui, je suis au regret de dire que M. Sarkozy et Mme Merkel ne créent aucune confiance et donc n'offrent aucune perspective vous mettez dans le même de panier croissance. Mme Merkel et Nicolas Sarkozy? Écoutez, je mets Mme Merkel d'abord.
Parce qu'à l'évidence, c'est elle qui décide aujourd'hui en Europe et le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui suit Mme Merkel. Mais en même temps, je les mets ensemble, lui derrière et elle devant. Je reviens à ma question initiale. Bruno Le Roux, comment François Hollande arriverait-il à imposer à l'Allemagne, première puissance européenne, des règles dont elle ne veut pas, dont les eurobonds, dont une banque centrale européenne plus forte et plus décisionnaire? D'abord parce que la situation économique va s'imposer. Et que l'on va bien voir que les mesures qui sont prises aujourd'hui par Mme Merkel ne permettent pas de remplir les objectifs. Elles installent l'austérité, elles ne permettent pas de croissance, et donc il faudra bien négocier avec des nouveaux outils. Et il faudra les négocier avec l'Allemagne. Et il faudra que Mme Merkel se confronte aussi, quelques mois après les Français, au jugement des Allemands. Il y aura, je l'espère, une alternance politique en Allemagne aussi. De toute façon, je pense qu'il nous faudra avoir des outils qui soient des outils qui permettent la croissance, qui permettent le retour de la confiance. Il n'y en a aucun dans le projet de traité. Et quand je dis projet de traité, c'est que vous savez bien qu'il n'y aura pas avant l'élection présidentielle de traité qui sera signé par les 27 États. Ce n'est pas vrai. On fait aujourd'hui... Mais c'est impossible. Il peut y avoir un accord intergouvernemental, mais le traité ne sera jamais signé. On sait bien la difficulté qu'il y a à signer un traité. C'est-à-dire que ce qui a été fait par Nicolas Sarkozy ne répond ni à l'urgence de la situation des dettes européennes, ni à la perspective de croissance que doit aujourd'hui incarner l'Europe. Et donc on voit bien qu'il y a là un accord qui ne permet aucun règlement de la situation dans laquelle nous sommes. Dernière question, Bruno Le Roux. Nicolas Sarkozy, lors des différentes conférences de presse, disait on sent bien qu'on est en période électorale et c'est pour cela que le Parti socialiste joue un petit peu avec les accords. Est-ce que vous n'avez pas l'impression justement qu'il faudrait un consensus national sur cette question? Il ne peut pas y avoir. Ce gouvernement est nul et il est fier de l'être en plus. Il n'a jamais su protéger les Français. Il ne sait pas protéger le pays aujourd'hui avec l'annonce de la perte du triple A à lequel il s'accrochait. Et en même temps, il dirait que c'est l'opposition qui instrumentalise ça. Non, nous, ce que nous souhaitons, c'est un chemin différent. Un chemin de crédibilité, un chemin de volonté et un chemin qui permette à tous les Français de se sentir respectés. Le vrai problème dans notre pays, c'est que les 75 milliards de cadeaux fiscaux, ils manquent aujourd'hui à l'équilibre budgétaire. Ils manquent aujourd'hui dans la situation où nous sommes. Et ça, c'est le président de la République. Allez, on va passer au mardi. Un nouveau candidat encore pour la présidentielle. Deux jours après avoir annoncé officiellement sa candidature, Dominique de Villepin avait rendez-vous avec les journalistes pour une conférence de presse aux accents gaulliens pendant laquelle il s'est dit déterminé à aller jusqu'au bout. Écoutez-le. Je vois que le candidat du MoDem a déjà répondu à cette question en indiquant qu'il se rallierait soit à la droite, soit à la gauche. Je le dis très clairement ici, le ralliement ne fait pas partie de mon programme. Ce n'est pas mon tempérament et ce n'est pas l'idée que je me fais d'une élection présidentielle. Les Français choisissent et ce n'est pas par des combinaisons politiciennes, partisanes, que doit se décider du sort d'une campagne électorale. Alors l'annonce de Dominique de Villepin, est-ce qu'elle vous a surpris un peu comme tout le monde, nous, journalistes et politiques? Écoutez, non, parce qu'elle est une conséquence de l'échec de Nicolas Sarkozy. Là aussi. Si le président de la République, là encore, expliquons les choses, si le président de la République avait réussi, il rassemblerait son camp. Et s'il ne rassemble pas son camp, c'est pas bien parce que dans son propre camp, on juge qu'il a échoué. On juge qu'il a échoué sur sa politique. Je suis pas sûr que Dominique de Villepin soit réellement dans le camp de Nicolas Sarkozy. Moi, je peux vous l'assurer, Dominique de Villepin vient de la droite. Il a été Premier ministre de Jacques Chirac. Il n'a jamais eu sa carte du Parti socialiste. Il n'a jamais défendu les idées qui étaient les idées de la gauche. Il a su défendre la France quand il le fallait, mais pas les idées de la gauche. Et aujourd'hui, s'il est candidat, c'est bien parce qu'il estime que Nicolas Sarkozy a mis la France dans une situation qui est une situation qu'il ne peut pas cautionner, que personne ne peut cautionner. Et donc je remarque que les multiples candidatures qu'il y a aujourd'hui, et notamment à droite, sont la marque de l'échec du président de la République. C'est une candidature de premier tour ou vous pensez qu'il ira jusqu'au bout? Écoutez, je ne pense pas que ce soit une candidature de deuxième tour. D'abord, je n'imagine pas que l'alternative à Nicolas Sarkozy soit Dominique de Villepin. Pour autant, ça peut être une candidature de premier tour, bien entendu, c'est à lui de voir. Et je crois surtout que c'est une candidature pour en finir avec le sarkozysme, globalement.
le sarkozysme politique, le sarkozysme en tant que méthode de gouvernement de la France. Et je crois que personne n'est très fier aujourd'hui du président de la République que nous avons et qu'avec des mots différents, François Hollande, Dominique de Villepin, d'autres candidats le disent. Il y a trop de monde sur la ligne de départ, à votre avis, pour cette élection présidentielle? Écoutez, un candidat tous les jours presque? Oui, en même temps, si l'on voit la logique de nos institutions, si l'on n'est pas candidat, on a du mal à exister. Et à l'évidence, on sait aujourd'hui que si Nicolas Sarkozy n'est pas réélu, c'est parce qu'il aura été remplacé par François Hollande. François Hollande est le seul aujourd'hui à incarner la capacité à battre Nicolas Sarkozy, à gagner et à porter un projet, à animer une majorité derrière. Et donc je crois, oui, qu'il faut faire attention à la dispersion, mais cette dispersion, elle est la conséquence, je crois, de la faiblesse de Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Allez, mardi toujours, retour sur des propos de François Hollande qui font encore polémique, cette fois sur les retraites. Il a précisé sa position sur la question. Retraite à 60 ans quand on a commencé à travailler tôt, le reste sera soumis à négociation. La majorité, évidemment, hurle à la trahison des promesses non tenues. Clémentine Maligorne. C'était prévisible. Les propos de François Hollande sur les retraites ont fait mouche cet après-midi dans l'hémicycle. Et c'est le ministre du Travail qui est monté au front. Nous avons du mal à suivre la ligne du Parti socialiste pour les retraites. Et hier matin, même en cherchant à camoufler les choses, on l'a compris, Monsieur Hollande a menti, il n'y aura pas le retour à la retraite à 60 ans. Voilà la preuve du mensonge. Le candidat socialiste, la veille, avait précisé sa position. Ceux qui ont commencé à travailler à 18 ans pourront partir à 60 ans, à la condition seulement qu'ils aient leurs 41 ou 42 années de cotisation. Pour tous les autres, il y aura négociation. On est loin du retour à la retraite à 60 ans. Moi, j'écoute au jour le jour les changements de cap du candidat Hollande et je dis que ces changements de cap incessants me semblent incompatibles avec l'exercice souhaité pour lui, par lui, d'une fonction présidentielle. Moi, j'ai vu François Hollande jurer la main sur le cœur que si toutefois la gauche revenait au pouvoir, et il l'a dit en 2010, eh bien, elle supprimerait cette réforme. Je l'ai vu faire. On voit qu'en fait, il a renoncé. Difficile de revenir en arrière, d'autant que dans le budget rectificatif 2011, les députés ont accéléré le calendrier de la réforme des retraites. Bruno Le Roux, on sait ce que vous allez répondre à cela. La position de François Hollande n'a pas changé d'un iota. Il n'avait jamais promis le retour à la retraite à 60 ans, mais le Parti socialiste, oui. Oui, le gouvernement a mis 8 millions de personnes dans la rue quand on fait contre sa réforme des retraites. C'est parce qu'elle était ressentie comme injuste. Et nous voulons la clarté. Vous avez raison de le dire, François Hollande n'a jamais dévié d'un seul millimètre sur cette question. Votre argumentaire de la semaine. Mais il est clair. Le Parti socialiste, le programme du Parti socialiste demandait le retour à 60 ans. Oui, mais la position de Donc François Hollande... Donc il ne suit pas la position Il y a du un Parti certain socialiste. nombre d'éléments, et ce débat sur les retraites a été un des débats des primaires, tranché par plus de 3 millions de votants. Et il est clair pour François Hollande, la priorité à tous ceux qui ont été ceux qui ont travaillé le plus. Ceux qui ont commencé jeunes doivent pouvoir partir à 60 ans. Or, aujourd'hui, ils ne le peuvent pas. Ils doivent pouvoir partir s'ils ont 41, bientôt 42 annuités. Ça sera rendu possible dès le lendemain de l'élection. Et ensuite, nous ouvrons la négociation avec une priorité. Ceux qui sont les abîmés du travail. Ceux qui ont dû travailler dans leur vie sur des emplois qui sont particulièrement difficiles. Et à cela, nous disons, la pénibilité sera prise en compte enfin dans le calcul de la retraite. Pourquoi s'écarter autant du projet socialiste tel qu'il était fait jusque-là? Mais nous revenons. C'est une question économique, une question de stratégie politique? D'abord, notre système de retraite doit être financé. Le projet du gouvernement ne l'est pas aujourd'hui. Donc le projet socialiste n'était pas viable? Mais le projet socialiste, il manquait très certainement de précision, celle qu'apporte aujourd'hui François Hollande. Quand nous disons la retraite à 60 ans, oui, bien entendu, nous revenons à l'âge légal de départ à 60 ans, puisque nous permettons aux salariés de le faire. Et en même temps, nous ne souhaitons pas, demain, que tout le monde, sans négociation, puisse partir à 60 ans. Parce que moi, ce que je vois depuis plusieurs années dans ma circonscription, c'est des retraités pauvres. C'est des retraités qui ont des décotes tellement fortes qu'elles ne leur permettent plus de vivre normalement et que la société n'a pas intérêt à avoir des retraités qui s'appauvrissent de plus en plus. Il y a quand même une proposition sur laquelle François Hollande a quand même changé, c'est important. Les Français pouvaient, pour lui, partir à 60 ans avec des cotes. Maintenant, on leur dit non, c'est plus possible, ce sera 62. Non, nous mettons ça dans la négociation. François Hollande a été... ça dans la négociation, bien entendu, on verra après. Mais il faut respecter les partenaires sociaux. Ce qu'ils demandent, c'est une négociation. Nous leur offrons.
et nous disons, vous devrez faire des choix avec nous, des choix courageux. À l'époque d'Éric Woerth, il y avait eu négociation aussi. Non, la négociation discutée avec les syndicats. Aujourd'hui, ils n'appellent pas négociation ce qui a été fait par le gouvernement actuel, où on les a mis dans quelques pièces pour avoir quelques discussions et en même temps on l'annonçait des choses à l'Assemblée nationale qui n'avaient rien à voir avec ce qui était dit, qui était injuste. Il y a eu des débats au Sénat aussi. Ce que nous voulons, c'est la justice dans la réforme des retraites. Que ceux qui ont eu des métiers pénibles puissent partir avant ceux qui ont eu des métiers moins pénibles. Et pourquoi ne pas donner dès maintenant des mesures concrètes, précises sur cette pénibilité? C'est pas un peu commode de renvoyer effectivement tout à la négociation? Mais la pénibilité, c'est une négociation et en même temps, ça doit être une marque de fabrique demain de la nouvelle majorité et du nouveau président de la République. Et si les négociations échouent, alors qu'est-ce qu'on fait? L'État saura prendre ses responsabilités, mais je n'imagine pas demain que mettant tous les partenaires sociaux autour de la table, nous n'arrivions pas à des mesures de justice. Car c'est cela que nous souhaitons mettre en place au cœur de la réforme de la retraite, le sentiment pour les Français qu'elle soit juste, qu'elle soit financée, que l'on ne soit pas obligé de revenir tous les 2 ou 3 ans pour faire des efforts et demander des efforts supplémentaires, et en même temps qu'il y ait de la justice au cœur de la réforme. Un mot peut-être de stratégie politique. Est-ce que le positionnement de François Hollande dérive un petit peu vers un centre droit, peut-être proche de François Bayrou? Car il ne faut pas oublier qu'il y a un premier tour, il y a aussi, vous ferez sûrement le plein des voix socialistes, mais il faut aussi peut-être penser aux voix centristes. Non, ce qui intéresse François Hollande, c'est le rapport qu'il a avec les Français. Il n'y a pas une petite musique derrière qui... Mais la petite musique, ça doit être de rendre l'espoir, de redresser le pays et de faire en sorte qu'il soit juste. Que la justice soit au cœur des décisions. On imagine bien, et François Hollande le dit demain, tout ne sera pas facile. L'élection présidentielle ne va pas régler la situation de notre pays. Le président prochain aura fort à faire. Mais il faudra le faire avec des critères qui soient très différents. Des critères qui permettent la crédibilité, le redressement du pays et en même temps que les Français se disent là, la décision qu'on me propose, enfin, elle est juste. Alors on va parler d'un autre sujet, le Made in France. Tous les candidats ont ce mot à la bouche. François Bayrou, Marine Le Pen, François Hollande, on va en parler un instant. On écoute à ce sujet le chef de l'État. Il était en déplacement ce mardi en Haute-Savoie. Vous allez l'entendre, il défend le concept mais avec une légère variante. Tout le monde parle acheter français. Moi, je préfère parler de produire en France. Au fond, je préfère même, sans citer de nom, qu'on achète une voiture d'une marque étrangère produite en France, plutôt qu'une voiture d'une marque française, produite à l'étranger et ramenée en France. La question absolument stratégique, absolument essentielle, c'est de garder la France comme une terre de production. Bruno Leroux, alors il vaut mieux produire français ou acheter français? Si je devais remplir le bulletin, puisqu'on est en fin d'année, là, de Nicolas Sarkozy, je mettrais en bas menteur-copieur. Ça fait pas un bon bulletin, hein, ça. Parce que, après avoir menti aux Français sur des mesures qui ont dégradé la compétitivité des entreprises, qui n'ont pas lutté contre les délocalisations, aujourd'hui on vient reprendre ce qui a été le thème du déplacement et des 3 déplacements derniers de François Hollande sur la compétitivité des entreprises. Il avait commandé un rapport il y a 2 ans à Yves Gégaud qui lui a été remis. Il avait commandé un rapport, c'est ça. Quand on est au gouvernement, on fait autre chose que de commander des rapports. On essaye de prendre des mesures qui soient des mesures sur la question, est-ce qu'il faut acheter français, produire français? Mais bien entendu qu'il faut restaurer la compétitivité et il faut faire en sorte d'avoir de la valeur ajoutée qui soit produite dans notre pays. Car c'est bien ça qui est au cœur. Quand on dit produire français, consommer français, c'est un slogan. Nous, ce que nous voulons demain, c'est que l'on introduise en France, sur notre territoire, par des process industriels, par des politiques volontaristes, de la valeur ajoutée, que l'on crée de la valeur ajoutée dans notre pays. Parce que la valeur ajoutée, c'est de l'emploi. Et la valeur ajoutée, c'est de la croissance mais demain. Tout ça, Bruno Leroux, ce sont des discours. On sait bien qu'on a une compétition avec notamment les pays émergents qui est énorme. Bien sûr. Et que quand on produit français, on est obligatoirement plus cher. Donc, mais tout simplement, mais là vous posez... On ne peut pas nier une réalité internationale. Mais là vous posez la bonne question, à laquelle François Hollande répond par la réforme fiscale. Aujourd'hui, nous avons une fiscalité sur les entreprises qui est devenue particulièrement injuste, qui empêche l'investissement dans notre pays. Nous le reverrons dans le cadre de la réforme fiscale. Et je pense qu'il faudra poser... On interdit les délocalisations? Non, la question n'est pas d'interdire. La question est de faire en sorte de redonner des éléments de compétitivité aux entreprises, d'arrêter de faire payer sur elles, porter sur elles de nouvelles taxes comme elles l'ont aujourd'hui pour les PME, d'avoir des vraies filières où l'État aide à la mise en place de nouveaux process industriels, à l'innovation. Et cela, je remarque que la politique industrielle a été la grande absente, alors qu'en période de crise, c'est une dimension sur laquelle on doit investir.
ça a été la grande absente de la politique de Nicolas Sarkozy. Donc réforme fiscale, discussion sur la façon dont on finance la protection sociale dans notre pays, le coût du travail. Ça, c'est des éléments qui doivent demain être présents dans le débat. Juste une question comme ça, Bruno. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de tout mettre sur le dos de Nicolas Sarkozy et de ne pas reconnaître que le contexte est tel que c'est extrêmement difficile? Et tout le monde sait qu'il y a la crise. Et tout le monde sait, en même temps qu'il y a à côté de la crise, la politique de Nicolas Sarkozy. Les Français savent bien qu'avant la crise, il y a eu le paquet fiscal. Les cadeaux qui ont été faits aux plus riches dans notre pays, les cadeaux fiscaux, est-ce qu'ils ont été remis en cause ensuite quand il y a eu la crise? Non, aucun. Tous les autres pays autour de nous ont remis en cause leur politique. Nicolas Sarkozy a dit non, j'avais raison, alors qu'il avait tort. Et c'est ressenti par les Français comme une véritable injustice. Et donc, oui, je le pense, Nicolas Sarkozy, dans une période de crise, n'a pas su protéger les Français, n'a pas su être à leur écoute. Et on le voit bien aujourd'hui avec la dégradation qui est attendue, qu'il annonce lui-même de notre pays, qu'il n'a même pas su protéger la France. C'est un président de la République en faillite. Allez, on va passer au mercredi, jour de règlement de compte à l'Assemblée. Il y a comme cela des jours de climat électrique entre les députés et en ce mercredi, ce sont les affaires qui vont occuper les séances de questions au gouvernement. Pas-de-Calais contre affaire Karachi et pour être honnête, ce jour-là, c'est l'UMP qui tire en premier, compte rendu de Thomas Soulier. La séance est ouverte. Cet après-midi à l'Assemblée, il soufflait comme un air de campagne présidentielle. Droite contre gauche, affaire contre affaire. L'hémicycle a pris des allures de ring de boxe. Si la parole est à Sébastien Huyghe. Premier round, le député UMP du Nord enfile les gants. Sa cible, le PS. Après l'affaire Guérini dans les Bouches-du-Rhône, après l'affaire de la Fédération PS de l'Hérault, c'est au tour de la région Nord-Pas-de-Calais d'être entachée par les affaires du Parti socialiste et de se retrouver sous les feux de l'actualité judiciaire. Le ton monte et l'opposition réplique. Deuxième round, 2 députés socialistes passent à l'offensive sur l'affaire Karachi. Ces insinuations, Monsieur le Président et Mesdames, Messieurs les ministres, sont scandaleuses. Car s'il y en a qui ont des comptes à rendre sur les rapports qu'ils entretiennent avec la justice, c'est vous, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement. C'est vous qui refusez de lever l'intégralité du secret défense sur Karachi, qui refusez que la vérité éclate alors que chaque semaine, un proche du pouvoir est mis en garde à vue. L'affaire Karachi concerne Nicolas Sarkozy. Ma question est la suivante. Que savait et quel était le rôle de Nicolas Sarkozy, ministre du Budget à l'époque? Nous attendons vos explications. Troisième et dernier round, le spécialiste du dossier Karachi, Bernard Cazeneuve, veut prendre la parole. Le micro reste éteint. La parole est à Gwendal Rouillard. Monsieur Cazeneuve, c'est Monsieur Gwendal Rouillard qui doit poser la question. Mes chers collègues, je suis fort préoccupé par la dégradation de la qualité de nos débats. Je regrette le règlement que vous n'est pas ayez celui-là. agi en partisan UMP et non en président de la représentation nationale. Eh bien, posez la question. Posez la question. Dans l'hémicycle, le débat devient inaudible. 10 minutes avant l'heure réglementaire, Bernard Accoyer siffle la fin du match. La séance est levée. On se dit toujours son spectacle un petit peu désolant. Est-ce que c'est bon pour les partis traditionnels de tels spectacles? Affaire contre affaire? Non, c'est pas bon, mais quand on veut essayer d'instrumentaliser les choses, et quand en même temps on ne permet pas à la justice de faire son travail, c'est ce qui arrive, c'est que le débat arrive dans l'enceinte politique. Et moi je le regrette profondément. Instrumentaliser, vous répondez aussi du tac au tac finalement. Mais bien sûr que nous répondons. Est-ce que c'est bon finalement tout ça? Est-ce que vous ne devriez pas faire un peu la tête basse et dire on va laisser passer et passer à autre chose? Non, non, quand il y a une affaire où il y a plusieurs morts français, et dont on voit aujourd'hui l'affaire Karachi, dont on voit aujourd'hui qu'un certain nombre de documents ne veulent pas être rendus publics par le gouvernement, et dont on peut présumer que le président de la République, Nicolas Sarkozy, a des liens avec cette affaire, était en situation de responsabilité. Alors, quand on empêche la justice de faire son travail, c'est à nous de demander un certain nombre de comptes. Il y a eu plusieurs mises en examen, dont une nouvelle cette semaine avec Donnedieu de Vabre. La justice arrive quand même à travailler sur cette affaire. Oui, la justice arrive à travailler, mais avec peine. Et aujourd'hui, on freine son travail. Et je dis, le pouvoir freine aujourd'hui le travail de ceux qui
enquête sur l'affaire Karachi. On se dit quand même en sortant de là que la ficelle est un peu grosse. On ressort l'affaire Karachi pour faire passer un petit peu l'affaire du Pas-de-Calais qui a occupé le début de la semaine. L'affaire du Pas-de-Calais, c'est une affaire qui touche, semble-t-il, un élu. Nous le disons très clairement. Fédération aussi. Non. La fédération du Pas-de-Calais a eu de ses comptes qui, chaque année, ont été validés par un expert comptable, validés et sur lequel il n'y a absolument rien à redire. Donc elle concerne un élu d'Hénin-Beaumont. S'il y a aujourd'hui des choses qui sont reprochées à quelqu'un, que la justice fasse son travail. Nous n'avons pas de position différente. Vous avez nommé une commission d'enquête. Je remarque, bien entendu, puisque quand ça touche le Parti socialiste, nous souhaitons aussi pouvoir faire la clarté sur ce que l'on dit. Et donc, sans attendre, nous diligentons des moyens d'enquête. Mais nous disons... Il faut à chaque fois quand même qu'il y ait Arnaud Montebourg qui monte un peu au créneau pour qu'on fasse le ménage dans les fédérations. Pas du tout, là, Arnaud Montebourg n'est pas en cause sur cette affaire-là. Il écrit une lettre. Non, attendez, je voulais simplement vous dire que vouloir dans l'hémicycle mettre en avant l'affaire qui pourrait concerner un élu et sur lequel nous demandons à ce que la justice fasse son travail avec une affaire de plusieurs millions d'euros de francs qui a entraîné la mort de plusieurs Français, je crois que l'on n'est pas responsable quand l'on fait comme le gouvernement de tels parallèles. Et donc de ce point de vue-là, ce que je dis ici, c'est que l'affaire Karachi doit être une affaire où tout soit enfin mis sur la table, où la justice puisse faire son travail, que cela touche ou pas le président de la République, Nicolas Sarkozy. Et la même chose pour le Pas-de-Calais. Mais bien entendu. Mais bien entendu. Moi, je vais vous poser une question sur Arnaud Montebourg. Je continue donc ma question. Il écrit une lettre qui doit rester à peu près normalement entre les gens du Parti socialiste. Et puis il se trouve que cette lettre paraît dans la presse. On dit que ça serait par l'intermédiaire de Martine Aubry. Ça sent le règlement de compte, le 3e tour des primaires, non? Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un vrai règlement de compte au Parti socialiste? En tout cas, là, je vais jouer le porte-parole de François Hollande. François Hollande, aujourd'hui, il n'est pas dans ces affaires-là. S'il y avait, mais s'il y avait les règlements de compte entre les uns et les autres, en même temps, ce que je dis, c'est que quand on s'adresse des lettres en politique, on a toujours le risque que ces lettres soient rendues publiques. Et donc, il faut toujours mesurer les expressions qu'on a. François Hollande connaît bien Jean-Pierre Cocheda. Il pouvait ignorer à ce point, il ignore à ce point les affaires du parti, qu'il pouvait se dire qu'il y avait peut-être des choses un peu douteuses dans la fédération. Écoutez, s'il y a des choses douteuses, que la justice fasse son travail. Pour le reste, nous avons aujourd'hui plusieurs centaines d'élus que François Hollande a rencontrés durant toute sa vie. Il les a rencontrés comme militants socialistes et il a toujours été fier des victoires qu'ils ont apportées au Parti socialiste. François Hollande a découvert avec cette lettre qu'il pouvait y avoir quelques malversations possibles. Mais en tout cas, il n'en avait pas eu connaissance. Et s'il s'agit d'affaires personnelles, puisqu'il ne s'agit pas d'affaires politiques, il n'y a pas de question de financement de partis politiques qui soit en jeu avec cela, s'il doit y avoir des enquêtes, mais qu'elles commencent sans tarder et qu'elles travaillent sans s'arrêter. Mais bien entendu, que la justice fasse son travail. Elle va s'intéresser à nouveau au travail de l'Assemblée nationale. C'est un rapport qui gêne 700 pages du financement des syndicats, 6 mois de travail, une centaine de personnes auditionnées. Le rapport a été rejeté par la commission d'enquête parlementaire et plus rare, il n'a pas été rendu public. Les explications de Florence Maurice. 6 mois de travail, 45 auditions et 29 propositions au pilon. C'était le 30 novembre dernier. Le rapport parlementaire sur le financement des organisations syndicales et patronales est rejeté à la dernière minute. Le groupe UMP a décidé de s'abstenir. Le député rapporteur de ce texte ne cache pas alors son amertume. C'est une position de principe évidemment de l'UMP sur ce sujet-là, qui ne souhaite pas qu'on rouvre encore une fois le dossier de l'argent des syndicats. Pour le respect du travail parlementaire, c'est quand même pas terrible, parce qu'un président de groupe qui appelle les commissaires enquêteurs un par un pour leur demander de s'abstenir, je trouve que c'est pas très joli, quoi. De l'aveu même du député, ce document ne contiendrait pourtant rien d'explosif. Mais tout de même quelques chiffres étonnants. Seuls 3% des ressources syndicales proviendraient des cotisations d'adhérents. En clair, les syndicats dépendraient très largement de l'argent public et les contrôles seraient inexistants. Ce matin, la CGT et la CFDT démentent ce chiffre et regrettent que les informations qui circulent mettent surtout en cause les syndicats de salariés. Je n'avais pas le droit, sous peine d'amende, de pouvoir le commenter. Donc je demande la publication de ce rapport parce que, je l'ai dit très clair encore une fois ce matin, c'est pas l'argent des syndicats qui est remis en cause, c'est l'argent du financement en partie qui est des organisations patronales. Je vais m'adresser au président de l'Assemblée nationale, M. Accoyer, et je vais lui demander officiellement au nom de la CGT la publication de ce rapport de la commission d'enquête sur les financements. Dans son document, Nicolas Perruchot donne également des pistes pour renforcer la transparence et les contrôles. Mais le rapport est actuellement enfermé dans les archives de l'Assemblée nationale.
Sauf nouveau rebondissement, il ne sera pas possible de le consulter avant 2041. Alors Bruno Le Roux, les membres de la commission parlementaire n'ont pas voté, du Parti socialiste n'ont pas voté ce texte. Pourquoi? La situation est ubuesque. Nous n'étions pas en accord avec les conclusions du rapport, qui nous semblait être des conclusions qui concernaient beaucoup trop les organisations syndicales et pas du tout les organisations patronales. Et pourtant, Nicolas Perruchot, l'auteur du rapport, dit que c'est égal. Oui, mais ça ne l'était pas. En tout cas, nous avons jugé que ça ne l'était pas. Et donc, nous n'approuvions pas les mesures qu'il proposait. Et pour autant, il y a eu un travail de fait. Et nous souhaitons bien entendu que ce travail soit rendu public. Ce n'est pas parce que l'on n'approuve pas les propositions d'un rapport que ce rapport n'existe pas. Il doit exister, il doit être connu. Et donc le président de l'Assemblée nationale ne peut pas user d'argutie pour aujourd'hui ne pas le rendre public. Comment? C'est la loi, il dit que c'est la loi, il ne peut pas sortir le rapport aujourd'hui. C'est la loi, il ne peut pas le publier. Les députés UMP qui avaient assuré aux rapporteurs qu'ils le soutiendraient ne l'ont pas fait, n'ont pas eu le courage de le soutenir et ont donc rendu impossible par leur abstention, l'adoption de ce rapport. C'est très rare qu'un rapport soit fait par quelqu'un qui appartient à la majorité et qui ne soit pas voté. Là, c'est le cas. Donc, ce n'est pas l'opposition. L'opposition, elle a trouvé qu'il n'était pas équilibré. C'est dû au rapport ou dû simplement au fait qu'on s'attaque aux syndicats? Je crois que c'est dû au rapport. Enfin, je ne sais pas pourquoi les députés UMP ne l'ont pas approuvé, ce rapport. Mais ce que nous disons, nous, c'est que nous savons, nous, pourquoi. C'est parce qu'il nous semblait déséquilibré. Et nous souhaitons que ce déséquilibre n'entraîne pas d'idées qui soient fausses. Et donc, pour qu'il n'y ait pas d'idées fausses, il y a eu un travail de fait par un parlementaire. Nous demandons à ce que ce travail soit rendu public. Alors, je dirais que vous avez une deuxième chance, une session de rattrapage, puisqu'il va y avoir le 26 janvier, si je ne m'abuse, une proposition de loi centriste qui va être examinée et qui propose notamment plus de transparence pour le financement des comités d'entreprise. Est-ce que vous, socialistes, vous serez aux côtés des centristes pour voter cette proposition de loi? Nous discuterons en groupe de la position. Je ne connais pas encore la proposition de loi. J'ai bien vu qu'il voulait reprendre 2 des propositions. Moi, je dis que quand on reprend 2 des propositions, il est bien de les connaître toutes. Et donc, je demande au groupe centriste de dire quelles étaient toutes les propositions et pourquoi ils n'en ont retenu que 2. Pourquoi pas les autres, pour éclairer le débat. Et nous éclairerions encore mieux le débat si le président de l'Assemblée nationale cédait à ce geste, renonçait à ce geste partisan qui est de bloquer un rapport qui ne plaît pas aux députés UMP. Ouais, vous êtes d'accord quand même pour dire que s'attaquer aux syndicats à quelques mois d'une élection présidentielle, c'est peut-être un peu dangereux, c'est peut-être pour ça qu'on met un peu sous le tapis le rapport? Mais là, c'est encore pire. On s'attaque aux syndicats et on ne dit pas en quoi on s'attaquait à eux. Les syndicats savent que ce rapport existe. Et donc ils vont le auditionner, ça risque d'être musclé à l'Assemblée nationale. Les syndicats, je vous permets de le rappeler, demandent la publication de ce rapport aujourd'hui. Et je trouve qu'il n'est pas normal que soit dans le débat public aujourd'hui un certain nombre d'idées, un certain nombre de choses dont on ne sait pas si elles sont vraies ou fausses parce qu'on n'a pas le rapport. Et donc je demande la publication de ce rapport. Alors on passe au jeudi. Jacques Chirac, condamné. Le tribunal correctionnel de Paris, en ce jeudi, n'aura donc pas tenu compte des réquisitions du procureur. Pas de relax pour Jacques Chirac, mais 2 ans de prison avec sursis dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. L'ancien maire de la capitale a été déclaré coupable de détournement de fonds publics, abus de confiance, prise illégale d'intérêt. Il n'a pas fait appel. Le jugement est donc définitif. Cette condamnation d'un ex-président est une première historique qui, bien sûr, a suscité beaucoup de réactions. C'est un sujet de Florence Maurice. Une réaction à la condamnation de M. Chirac? Aux questions d'actualité, merci. Que pensez-vous de la condamnation de M. Chirac? Rien. À droite, la condamnation de Jacques Chirac laisse la classe politique perplexe. D'un côté la justice, de l'autre un homme. Le Premier ministre regrette une condamnation 20 ans après les faits. Je pense simplement que celle-ci arrive vraiment trop tard, plus de 20 ans après les faits. C'est une décision qui, à mon sens, ne viendra pas altérer la relation personnelle qui existe entre les Français et Jacques Chirac. À gauche, pas question non plus d'accabler l'ex-président. Surtout pas François Hollande, son ancien adversaire de Corrèze. J'ai une pensée pour l'homme, Jacques Chirac, qui connaît en plus des ennuis de santé. La condamnation est sévère. Elle est à la fois pénale et morale. Et elle touche l'homme. Donc j'ai une pensée pour lui, même si la justice devait passer. Pour Eva Joly, ce jugement doit conduire Jacques Chirac à démissionner du Conseil constitutionnel. Lorsque je le compare avec le recrutement des magistrats, il faut avoir un casier judiciaire vierge.
Donc c'est une exigence pour moi démocratique que Jacques Chirac se retire, démissionne. Un jugement qui intervient après une procédure longue et semée d'embûches. L'occasion à gauche de réclamer une nouvelle fois une révision du statut pénal du chef de l'État. Là, est-ce qu'en un jour, Bruno Le Roux, on a encore désacralisé la fonction présidentielle? Non, justement, je pense qu'on a montré qu'il ne pouvait pas y avoir d'impunité. La justice a montré cela. Et en même temps, on voit bien que les délais ne sont pas des délais raisonnables quand on juge 20 ans plus tard. Ouais, et donc, c'est même ce que dit François Fillon. Oui, bien entendu. Mais François Fillon devrait en tirer la même conclusion que nous. C'est-à-dire qu'il faut pour cela, pour qu'il n'y ait pas de délai aussi long, il faut faire évoluer le statut pénal du chef de l'État. Il faut non pas désacraliser la fonction, mais faire en sorte qu'il n'y ait plus ce sentiment d'impunité qui ne finisse que 20 ans plus tard. Et donc, quand il y a des faits qui ont été commis avant l'entrée en fonction, pendant, il doit y avoir une commission constituée, chargée de regarder s'il doit y avoir la justice qui passe dès maintenant, sans attendre, ou alors si l'on est dans une plainte qui est une plainte sans objet, dans une désacralisation de la fonction de président. On peut imaginer qu'on juge un président en exercice? Ben oui. C'est compatible, ça, avec la fonction de chef de l'État? Et ça dépend, et donc il doit y avoir une commission qui soit chargée d'examiner ça, parce que cela dépend des faits qui sont commis. Ce qui est le plus grave, c'est d'avoir un président de la République qui soit suspect pendant son mandat et qui ne réponde pas aujourd'hui aux sollicitations qui permettent de lever ces suspicions. De ce point de vue-là, M. Sarkozy devrait autoriser le rendu public de tous les documents de l'affaire Karachi, car aujourd'hui, il est dans une situation difficile. Cette levée, notamment, et ce que vous proposez de changement du statut pénal du chef de l'État, ce sera dans le programme de François Hollande? Bien entendu, ce sera un des éléments d'évolution démocratique de nos institutions clés. Il n'est pas question de pouvoir revivre demain avec un autre président, ce qui a été vécu là, avec un tel délai pour les Français, est quelque chose qui ne s'apparente, bien entendu, à une décision de justice. Il n'y a pas eu d'impunité, mais en même temps qui n'a plus, quand la décision est si éloignée des faits, elle ne peut plus, elle s'adresse d'ailleurs aujourd'hui à l'homme, alors qu'à l'époque, ce qui devait être condamné, c'est un système. Eva Joly, par exemple, qui demande à ce qu'il quitte le Conseil constitutionnel, alors qu'il est de fait, de droit dans le Conseil constitutionnel. Écoutez, moi, nos institutions et notre Constitution est très claire là-dessus, et je veux dire que c'est un système, pour moi, qui a été condamné, un système qui avait été mis en place avant qu'il n'y ait de véritables règles de financement de notre vie politique, et je veux dire aujourd'hui, dans la situation où il est, le respect et en même temps la pensée que j'ai pour l'ancien président de la République. On va finir, Bruno Le Roux, cette émission avec une question d'actualité. Le Premier ministre turc, Recep Erdogan, demande à Nicolas Sarkozy de retirer un texte sur le génocide arménien, un débat qui aura lieu la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, avec un texte sur la sanction du déni de négationnisme. Est-ce que vous pensez que M. Erdogan a tort de s'immiscer dans la vie française? Oui, je pense qu'il a tort. Je pense qu'il a tort pour notre débat, d'ailleurs. Nous n'avons pas à entendre, nous avons à entendre, mais nous ne réagissons pas en fonction des volontés de M. Erdogan. Mais je crois qu'il a tort aussi pour l'avancée dans toute cette région. Il y a besoin, pour affronter ce 21e siècle, de solder cette question du génocide arménien. Et aujourd'hui, je demande aux Arméniens et aux Turcs de le faire, et il ne peut se faire que par la reconnaissance. Cela a été fait par la France du génocide arménien, et en même temps empêcher qu'il y ait toute négation de ce génocide. Et donc je crois que ce que nous faisons, c'est un acte de réconciliation et pas un acte de division. Et M. Erdogan qui menace de conséquences graves, y compris économiques, on lui répond quoi ? Mais que là-dedans, la France est un pays qui est un pays souverain, qu'elle fait la loi comme elle l'entend, et qu'elle fait cette loi non pas pour son propre confort, mais pour faire en sorte que la volonté progresse d'échanges qui soient équilibrés, qui soient sur une base historique indiscutable. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est qu'il puisse y avoir de nouvelles pages ouvertes entre l'Europe et la Turquie. Et pour avoir de nouvelles pages ouvertes entre l'Europe et la Turquie, il y a une chose qui est centrale, c'est cette reconnaissance, cette histoire assumée, cette reconnaissance du génocide arménien, donc le fait de ne pas pouvoir le nier. Ce texte est la semaine prochaine à l'Assemblée, on le rappelle, qui sanctionnerait le déni de génocide. Vous le voterez? Tout à fait, bien entendu, je le voterai. Ouais. Eh bien, cette émission est terminée. Merci d'avoir été avec nous. Bonne fête, Bruno Le Roux. Et nous nous retrouvons, nous... Oui, sûrement. Très certainement, pour tout le monde. Et on se retrouve au mois de janvier. On se retrouve en 2012. Bonne fête à tout le monde. Au revoir.